Alors, Christine Lévesque, vous êtes donc médecin, travaillant dans l'équipe mobile de soins palliatifs à Nanterre. Vous êtes aussi étudiante à l'Espace éthique d'Île-de-France. Et donc, nous sommes prêts à écouter votre intervention. Bien, bonjour à tous et tout d'abord merci aux organisateurs de cette conférence de m'avoir invité. Comme c'est naturellement le rôle de l'éthique, cette question de la décision en période d'incertitude m'a quelque peu fait sortir de ma zone de confort professionnelle. Alors pour tenter une réponse, je me suis d'abord réinterrogée sur la notion même de décision, pour réfléchir ensuite sur les difficultés rencontrées au cours de cette crise sanitaire du coronavirus quant à la prise de décision. Alors, qu'est-ce que c'est que décider ? En fait, on passe notre vie à décider tous les jours, c'est-à-dire faire des choix pour des actions qui auront et des effets et des conséquences. C'est donc assumer une prise de risque. Dans une situation donnée, faire un choix en fonction des divers scénarios possibles, avec leur probabilité d'occurrence, en ayant une connaissance la plus exhaustive possible des résultats possibles de l'action engagée et notamment de ce non désiré, là aussi avec leur probabilité d'occurrence. Et l'incertitude intervient quand l'existence des résultats possibles est partielle, voire inexistante. S'il domine, la prise de décision s'opère alors sur des bases de comparaison avec des expériences antérieures jugées analogues. Néanmoins, Patrick Lagadec, en 1991, dans son ouvrage « La gestion des crises, outils de réflexion à l'usage des décideurs », prévenait que ce recours à l'expérience ne peut suffire. Le praticien n'aura plus souvent qu'un nombre limité d'expériences, où il risque pourtant de vouloir tirer des leçons générales et d'accentuer le constant qui est celui de réfléchir dans les termes du passé, alors que la situation constituera, dans son essence même, une confrontation de nouvelles réalités. Ma courte exploration de la littérature non médicale sur le sujet m'a amené à découvrir que la décision en phase d'incertitude a été bien travaillée par les philosophes utilitaristes d'abord, formalisée par l'économiste dans les années 1940 et même mise en équation dans les années 1980. J'avais d'ailleurs prévu de vous montrer les deux principales équations si notre réunion avait eu lieu en présentiel, et croyez-moi, c'est du sérieux. Ça ne peut pas se raconter. Cette mathématisation, elle a abouti à théoriser deux types d'approches, comme nous rappelle François Disney dans son article, l'incertitude comme limite à la maîtrise des risques, de la revue Interface des ingénieurs des instituts nationaux de sciences appliquées. Premier type, une approche probabiliste qui consiste à considérer la survenue d'accidents comme possible et a pour corollaire la recherche du maintien de leur probabilité de survenue à un niveau qu'on estime acceptable. On pourrait illustrer ce type d'approche dans la situation que nous vivons depuis plusieurs mois par le choix politique en mars dernier du confinement généralisé de la population dans le but d'éviter un surengorgement du système hospitalier au moment du déferlement de la première vague. Son type, une approche déterministe qui est de considérer la survenue d'un accident au travers de la gestion anticipée de ses conséquences. On peut se demander si ce n'est pas par ce type de raisonnement que la ministre de la Santé de l'époque a tenté en 2010 d'anticiper les conséquences d'une épidémie H1N1 par la constitution de réserves massives de masques et de vaccins. Alors si toutes ces théories gardent leur pertinence en période stable, lorsqu'on a en sorte toutes les cartes en main, elles en rendent nettement moins compte en situation de catastrophe, aux conséquences désastreuses, mais au risque de survenue extrêmement faible. Et lorsque la catastrophe survient, c'est là que l'incertitude domine en vue. Et il est encore plus difficile de décider, car l'improbable, l'imprévu, l'inédit ébranle, stabilise et génère des émotions qui viennent percuter immanquablement la rationalité. Médicalement parlant, c'est quoi décider ? L'incertitude marque de son sceau nombre d'interrogations que suscite la pratique clinique, que le soin soit somatique ou de l'ordre de la santé mentale. L'exercice médical est depuis plusieurs décennies dominé par une vision scientiste, dans laquelle le thérapeute est un sachant
doté de toute une panoplie de bonnes pratiques, basées sur les données objectives répondant à divers niveaux de preuve. C'est la résultante de l'adaptation à la pratique quotidienne de l'Evidence-Based Medicine, l'EBM, conçue à la base pour se repérer plus facilement dans une bibliographie médicale foisonnante, mais de qualité très diverse. L'expertise interne du médecin, son expérience pratique, l'expertise externe apportée par une littérature rigoureusement analysée et triée, les préférences du patient auquel l'acte de soin s'adresse et qui revendique à juste titre d'en être aussi un véritable acteur, tout cela se conjugue désormais pour aboutir à une décision selon une méthode destinée à réduire l'incertitude qui reste, malgré tout, le fonds de commerce, si j'ose dire, du praticien. Car la médecine, si elle n'est plus totalement un art, ne peut prétendre non plus à être une science exacte. La science en elle-même est plurielle et évolutive. L'un de ses principaux critères est du reste la possibilité, selon Karl Popper, de la réfutation d'une théorie établie. Donc, concernant la pratique médicale, il s'ensuit que ce qui correspond à une vérité ici, maintenant, peut demain ou ailleurs, avec pour corollaire des modifications pratiques. Il existe d'amples zones grises dans le champ de l'evidence-based medicine, concernant beaucoup de situations médicales du quotidien qui ne sont étayables de preuves scientifiques. Et c'est sur l'institut que se déploie une grande partie de la pratique médicale, que se forge cette fameuse expertise interne qui est l'expérience professionnelle soignante. Le soignant œuvre au sein d'un vaste corpus de connaissances qui relève non pas d'une vérité scientifique au sens strict, absolu, mais d'un tenu pour vrai relatif et contingent, donc incertain, et susceptible d'évoluer dans les sens opposés d'une confirmation comme d'une affirmation. Et il n'est pas forcément évident pour un soignant d'adapter sa posture à cette contingence. Toute une génération de médecins, puisque j'ai plus de 65 ans, a été élevée dans cette sorte d'illusion de puissance médicale des 30 glorieuses. Il nous faut donc reconsidérer, à la lumière de ce qui nous arrive, les choses avec humilité, néanmoins sans anxiété paralysante, car nous devons absolument, justement, rester aptes à prendre des décisions. On l'a dit, la situation de catastrophe en général, sanitaire en particulier, par l'incertitude majeure qu'elle véhicule, génère de toutes parts des émotions qui interfèrent avec le raisonnement. Mais par ailleurs, cette incertitude peut se révéler extrêmement féconde. Nietzsche affirmait qu'elle vivifie la pensée et favorise la créativité. Nous en avons vu de multiples exemples lors de la première vague de la pandémie de Covid-19 au printemps dernier. Nous nous sommes pendant un temps comme réapproprié les clés de la maison, qui nous avaient été confisquées depuis plus de 10 ans par une administration sommée de rentabiliser à tout prix l'hôpital. Nous avons ainsi su nous réorganiser, inventer très rapidement de nouvelles manières de travailler ensemble, en réaffectant des locaux et des ressources humaines dans des rythmes inédits et, il faut bien le dire, très fédérateurs. Nous étions en même temps aux prises d'une maladie dont nous ignorions pratiquement tout. Il fallait décider et soigner tout en construisant les savoirs, et ce, face à ce qui n'était absolument pas prête à se confronter à notre ignorance. Car comme le ricane Méphistophéles à l'acte 2 du Faust de Gounod, le veau d'or est toujours debout. La société occidentale de l'après-Seconde Guerre mondiale s'est forgée comme de nouvelles idoles. Cette illusion de médecine omnipotente, de science toute puissante. Les vraies prouesses de la réanimation, les transplantations d'organes, les pas de géants de la cancérologie, toutes les avancées techniques ayant permis des réhabilitations inespérées y sont pour beaucoup. Par-delà ces exemples hautement bénéfiques de l'homme réparé, sont même venus se profiler les espoirs de l'homme augmenté, d'un corps cyborg boosté à l'intelligence artificielle, et jusqu'à l'illusion monstrueuse du transhumanisme, véhiculée par certains groupes en quête d'immortalité et qui, quand on y regarde d'un peu plus près, en fait de vie éternelle, nous ferait plutôt prendre perpète. Le sel de la vie n'est-elle pas
son essentielle finitude. Et pourtant, jamais la mort n'a été plus taboue. Comment alors nos concitoyens pourraient-ils comprendre qu'un minuscule virus puisse déferler à toute allure sur l'ensemble de la planète, prenant dans de nombreux pays à haut développement technoscientifique les caractéristiques d'une catastrophe sanitaire, mais nous tenant en échec depuis 8 mois? Comment pourrait-il comprendre les décisions successives et parfois contradictoires prises pendant cette période par les autorités sanitaires et politiques? Avons-nous désappris à leur dire « je ne sais pas ». Pour conclure, dans cette période de doute médical et politique, de grande incertitude, jamais nous n'avons eu autant besoin de l'éthique au moment de prendre des décisions. Jamais non plus, dans l'urgence de la situation sanitaire, nous n'avons eu autant à mettre à distance certaines de ces valeurs. Il nous a fallu renoncer, pour une part, au principe d'autonomie, nous plier à certaines directives d'un paternalisme ahurissant. Quand, et c'est un exemple parmi d'autres, il nous a fallu accepter que pour leur bien, les personnes âgées soient recluses dans leur chambre en maison de retraite et sans visite, et pas seulement en EHPAD. Personne, en fait, n'a eu son mot à dire. Le collectif l'a massivement emporté sur le contextuel. Le principe de justice s'est trouvé convoqué à de nombreuses reprises, notamment dans l'allocation des ressources rares. J'ai nommé les mutations en réanimation, mais aussi les hospitalisations, questionnées pour certaines catégories de patients au nom d'un autre grand principe, celui de non-malfaisance. Dans ce cadre, dans l'hôpital où j'exerce, nous n'avons par contre absolument pas transigé sur le principe de collégialité du processus décisionnel, et ce très rapidement, dès la 2e semaine de l'état d'urgence sanitaire. Nous avons dû mettre un mouchoir sur certaines de nos convictions, mais nous avons aussi su ne pas totalement capituler, et quand cela ne dépendait essentiellement que de nous, nous avons osé rentrer en résistance éthique en transgressant délibérément certaines prescriptions hygiénistes, tout en observant la plus grande prudence. Et de cela, je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers, car je crois aussi fermement que décider d'ouvrir la porte d'une chambre pour un dernier adieu à un époux, à une maman, c'est décider que le principe d'humanité doit l'emporter sur le principe de précaution. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention qui me semble d'autant plus intéressante qu'elle met sur la table une chose qui n'a pas encore été dite jusqu'ici. Vous avez parlé presque des vertus de l'incertitude, parmi d'autres choses, de ce que l'incertitude peut nous stimuler aussi sur un certain nombre de points, de questions. Vous avez parlé également de la science comme d'une entreprise réfutable, et ça je crois que c'est très important de le rappeler. Là c'est le philosophe des sciences qui parle. C'est d'autant plus remarquable que je lisais parmi l'une des interventions qui apparaît sur le chat, celle de Carole de Mulatier, qui disait: on peut pas nier dans la médecine les résultats incertains, le nier et faire croire autre chose contribue au malaise du grand public. Donc ça me paraît toujours important de rappeler que la science est moins le domaine de la vérité que un terrain assez meuble.